Bonjour. Vous êtes principal software engineer au sein d'AXA France, dont le stand se trouve en H11. Et vous allez nous parler aujourd'hui de la protection des données sur les offres SAS EDA. C'est ça. Eh bien, écoutez, Guillaume, je vais vous laisser la parole. Il va y avoir 30 minutes de conférence et puis ensuite, nous nous retrouverons sur scène pour les questions-réponses. Parfait. Bonne conférence à tous. Donc, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, récemment, j'ai reçu un petit email m'indiquant que, à la suite d'une opération inopinée, mes données personnelles avaient été fuitées. Voilà. Donc, j'ai acheté des tickets pour un événement il y a quelques temps et ce provider qui vend des tickets pour des concerts s'est fait hacker et on lui a subtilisé toutes les données personnelles, dont les données bancaires, heureusement chiffrées. Alors, ça soulève plusieurs questions. Ça veut dire qu'on a beau être sur le SaaS, eh bien, ce n'est pas pour ça que nos données sont sécurisées. Et ça veut dire que chiffrer les données, c'est important. Parce que là, ce qui les sauve dans ce cas-là, quand même, c'est que certes, j'ai perdu mes données personnelles, mais heureusement, mes données bancaires étaient chiffrées. Eh bien, c'est exactement ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette conférence. C'est comment mettre en place ce genre de pattern pour limiter ce genre de risque. En l'occurrence, sur les offres SaaS, et sur les plateformes Event Driven Architecture. Donc, dans un premier temps, je vais vous rappeler un peu ce qu'est le pattern EDA et un peu pourquoi je suis amené, moi, en tant que développeur chez AXA, à vous parler de ce sujet-là. Ensuite, je vous présenterai un petit peu comment on peut mettre en place du chiffrement de bout en bout pour protéger les données lorsqu'on est dans ce cas de figure. Enfin, on viendra un peu améliorer cette vision un peu naïve en y introduisant une notion de vault centralisé. Et enfin, je vous présenterai comment ce pattern finalement peut s'appliquer à d'autres types de plateformes. Dans un premier temps, je le ferai avec la plateforme Kafka. Et dans un second temps, je vous présenterai la plateforme Pulsar, l'offre Pulsar, et comment ça s'applique dans les deux cas. Donc, je suis effectivement Guillaume Dufresne, je suis principal software engineer chez AXA France. Je ne suis pas dans les équipes sécurité et pourtant je suis très assidu sur les problématiques de sécurité qu'on met en œuvre de manière très fine chez nous. Je suis aussi enseignant en informatique à l'Université de Lille. Je suis pilote planeur et instructeur planeur. Et enfin, je suis fan de jeux de société. Alors, dans un premier temps, c'est quoi le pattern EDA? Pour échanger des données entre des systèmes applicatifs, on a souvent l'habitude d'avoir un pattern où on a un client, un serveur, et on est sur un mode requête-réponse. On est plutôt sur des transactions, sur des systèmes transactionnels, donc de la communication synchrone, mais ça ne répond pas à toutes les problématiques. De plus en plus, en entreprise, on aime bien avoir un autre pattern qui est plutôt un pattern événementiel. Dans ce type de pattern-là, on a un producteur qui émet de la donnée, qu'on appelle des événements, qui va venir se cumuler dans des files d'attente, des topics, des queues, on les appelle un peu comme on veut, selon les technologies. Et plus tard, quand il en aura le temps, un consommateur viendra consommer ces données pour effectuer des traitements dessus. Donc dans ce cas de figure-là, on est plutôt asynchrone. Le producteur et le consommateur ne se connaissent pas. C'est ce genre de système qu'on met en œuvre par exemple avec Kafka, qui est connu pour sa robustesse, sa résilience et ses bonnes performances. Donc, chez AXA France, un peu comme toutes les entreprises, il y a quelques années, on s'est posé la question de la cloudification de cette infrastructure EDA. Et donc, avant, on avait une infrastructure Kafka on-premise sur nos serveurs, dans nos data centers, et on a fait le choix de choisir une offre d'un partenaire sous forme de PaaS ou de SaaS, donc qui hébergeait lui-même l'infrastructure et donc qui allait héberger nos données, nos événements. Alors vous allez peut-être me dire, il suffit de mettre en place du TLS, donc du chiffrement de la communication, et on est sauvé. Eh bien non, parce qu'en fait, TLS va juste protéger la communication entre le producteur de l'événement et le serveur qui va recevoir cet événement. Donc je ne pourrais effectivement pas écouter ce qui se passe dans la communication entre le producteur et les serveurs centralisés, les queues. Par contre, la data, l'événement applicatif, lui, il est bien stocké chez notre provider. Et donc, s'il a
une problématique de sécurité chez notre provider, si les données fuitent, si toutes les données de nos topics, de nos événements fuitent, eh bien, je me retrouve avec une problématique de fuite de données à gérer. Et pour autant, notre provider, quand on met en place de l'EDA, il n'a pas besoin de savoir le contenu de l'événement. C'est ça le plus remarquable, c'est que dans ce type de pattern-là, peu importe ce qu'on lui envoie, au final, tout ce qu'on a besoin, c'est qu'il manipule cette enveloppe et qu'il nous la renvoie telle qu'elle à un moment donné. Mais il n'a pas besoin de connaître le contenu pour faire ce travail-là de distribution. Et donc, on est tout à fait capable de dire, bah tiens, est-ce que cette donnée que je suis en train de lui envoyer, est-ce que je ne peux pas la chiffrer avant de lui donner? Eh bien, c'est exactement ce qu'on peut essayer de faire en mettant en œuvre du chiffrement de bout en bout applicatif. Dans cette configuration-là, nos événements, avant de les envoyer, avant de les mettre à disposition sur notre provider, on va venir les chiffrer, les rendre illisibles, les envoyer à notre provider, ça sort de notre zone de confiance. Et au moment où je viendrai lire ces événements par un autre serveur, une autre application qui viendra consommer ces événements, ça rentre de nouveau dans notre zone de confiance. Je viens déchiffrer à la volée les événements que j'avais mis chez lui. Eh bien, ce type de pattern-là, on pourrait dire de manière un peu naïve, c'est simple, on va mettre en œuvre du chiffrement applicatif symétrique entre notre producteur et notre consommateur. Pour faire ça, il y a différents algorithmes qui sont possibles. Et on peut, par exemple, utiliser AES. Donc AES, un chiffrement par bloc symétrique. Je ne vais pas vous expliquer le contenu très précis de comment fonctionne AES. Si vous voulez en apprendre plus sur comment ça fonctionne, ou si vous voulez donner des bonnes ressources à vos développeurs pour qu'ils comprennent un peu comment ça fonctionne, je vous recommande l'excellente chaîne Computer Feel de Mike Point, qui fait ça de manière très intéressante, très didactique. Donc, petite démonstration. Alors, je suis développeur, donc je suis venu avec du code. Parmi vous, combien de personnes ont des compétences autour du code et sont capables de comprendre un petit peu le code? OK. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas la musique que vous n'êtes pas capable de lire une partition, que vous n'êtes pas capable d'apprécier la musique. Donc, c'est ce que Alain Aspect a dit dans une de ses conférences il n'y a pas longtemps à Lille. Donc, Alain Aspect, qui est prix Nobel de physique, qui montrait des choses très compliquées, et à travers ces mots, on était capable de suivre complètement ce qui était fait. Donc c'est l'exercice que je vais essayer de faire maintenant. Donc imaginons, je suis un développeur Java, je code du Java, je suis capable de d'écrire un composant, donc ici c'est un composant Spring, qui va, lorsqu'il va envoyer un événement, va utiliser toutes les librairies de chiffrement qui sont mises à ma disposition pour rendre le message illisible au moment où il sera sur le broker. Alors comment je peux faire? Je peux mettre à disposition dans mon environnement, sur mon serveur, une variable d'environnement. Par exemple, on le fait souvent comme ça avec des conteneurs Docker, sur Kubernetes par exemple. Cette variable d'environnement qui est une clé privée, enfin qui est une clé partagée, va être lue par mon application. On va l'utiliser pour chiffrer les données et seulement ensuite envoyer l'événement sur ma plateforme. Donc c'est une manière un peu naïve de faire, mais enfin ça pourrait marcher. Et sur la consommation, un autre serveur va implémenter un autre composant applicatif qui lui-même va posséder ce secret et va être capable, du coup, au moment où il va recevoir l'information, où il va recevoir l'événement, de déchiffrer avec les mêmes librairies qui sont mises à sa disposition l'événement pour pouvoir le lire de manière intelligible. Donc ici, dans mon exemple, j'envoie une chaîne de caractères « Bonjour le FIC 2025 », je le chiffre, je l'envoie, et mon consommateur va recevoir des événements, il va les déchiffrer et il va les afficher. Si je regarde ce qui arrive du côté de mon consommateur, enfin du côté de ma plateforme plutôt, du côté de mon broker, de mon provider, j'ai l'impression d'avoir des choses qui sont illisibles, intelligibles. Voilà, je ne suis pas capable d'identifier le contenu. Pourtant, si on y regarde d'un petit peu plus près, il y a un pattern qui semble se répéter dans le message chiffré que j'ai envoyé. Il y a 4 blocs d'informations qui se répètent. Eh bien oui, parce que ce n'est pas parce que je mets en œuvre du chiffrement que
comme par magie, je vais être protégé de tout type de problèmes. En fait, quand je mets en œuvre du chiffrement, il faut le faire avec les bons algorithmes et le faire de manière bien sécurisée pour pas que je fuite de la donnée involontairement. Alors ici, je ne serais pas capable facilement d'identifier le contenu de mon message, mais enfin, j'ai bien conscience qu'il y a 4 fois eu la même information qui a été envoyée. Pire que ça, dans l'exemple que je vous ai donné, dans le code que je vous ai donné, si j'envoyais plusieurs fois le même message, eh bien, j'aurais le même contenu chiffré. Donc, je suis capable, en fait, d'identifier qu'il y a eu 2 choses qui se sont passées et dont le contenu était identique. Et bien, rien que ça peut donner une information à des hackers pour ensuite essayer d'accéder à d'autres types d'informations. Pire que ça, si je suis capable, en tant que hacker, d'insérer de l'information dans le message chiffré en utilisant ce mode de chiffrement bête que j'ai utilisé, je vais être capable, par essai successif, de déchiffrer l'intégralité du message. Bref, quand vous faites de l'AES, faites-le avec un bon mode de chiffrement. Ne le faites pas, par exemple, avec le mode de chiffrement ECB, qui est un mode reconnu pas sécurisé dans ce cadre d'utilisation-là. Je vous le dis parce que c'est malheureusement encore beaucoup utilisé par des développeurs qui n'ont pas une expérience ou une culture de la sécurité autour du chiffrement. Un autre mode tel que CBC, ici, serait beaucoup plus adapté. Alors vous allez me dire aussi, mais bon, c'est quand même un peu dommage que chaque développeur ait la responsabilité de chiffrer les événements, que ça soit sous sa responsabilité. Alors, il ne va pas être obligé. En fait, dans les librairies qu'on utilise, on va souvent avoir des librairies de communication qui vont gérer la partie protocole, envoi des données, et des librairies framework qui vont faciliter l'intégration de ces fonctionnalités-là pour nos développeurs. Si je prends le cas de Spring et de Kafka, dans Kafka, j'ai un ensemble d'objets qui me permettent d'envoyer des données. Ces données, elles sont accumulées. Elles ne sont pas envoyées tout de suite pour des questions de performance. On préfère les accumuler et toutes les envoyer d'un coup. Et seulement ensuite, elles sont envoyées. Et du côté de mon framework applicatif, Spring, j'ai juste une librairie qui me masque cette complexité-là d'un point de vue de la donnée. Eh bien, à côté de ces objets-là, j'ai d'autres objets qui vont me faciliter la vie si je veux mettre en œuvre du chiffrement. Je peux avoir une équipe qui va mettre à disposition des objets, des composants réutilisables par l'ensemble de mes développeurs dans leur framework favori, en masquant toute cette complexité. Donc, si j'utilise maintenant le vocabulaire Kafka et Spring, je suis capable de mettre à disposition un sérialiseur qui va prendre votre événement et le transformer en suite d'octets qui sont envoyés sur le protocole Kafka. Ce sérialiseur, une fois que je l'ai écrit, dont sa responsabilité, c'est de prendre les données, de les chiffrer, je peux les mettre à disposition de mes développeurs Spring en écrivant un producer factory qui sera réutilisé par toutes les équipes. Et côté consommation, ça va être la même chose. J'ai un autre ensemble d'objets, je ne vais pas vous les détailler ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai un autre ensemble d'objets qui me permet de me masquer la complexité de consommation de Kafka ici, et de les mettre à disposition dans mon framework, dans mon langage favori, pour faire ça. Et donc, je vais être capable d'avoir une équipe qui va proposer des composants pour reconsommer les données, mais avant de les mettre à disposition de mon développeur, de manière transparente, de déchiffrer à la volée tous ces événements. Et notamment de mettre toutes ces fonctions-là dans un désérialiseur de manière inverse au sérialiseur. Et donc, je suis capable de mettre en œuvre du chiffrement de bout à bout assez facilement. Alors le problème, si je fais ça de manière un peu naïve, c'est que, je vous ai dit, notre producteur et notre consommateur partagent une clé de chiffrement. Mais dans un pattern EDA, le producteur et le consommateur ne se connaissent pas. Pire que ça, le consommateur, il peut arriver après que le message il ait été émis. Et donc, c'est compliqué le jour où on veut changer cette clé de chiffrement. C'est-à-dire que tout le monde a la même, finalement. Et que le jour où je veux changer, eh bien, il faut synchroniser le moment où je la fais. Donc, c'est très, très compliqué de se dire, bon, tout le monde arrête de consommer. Maintenant, j'envoie des nouveaux événements. Ça, c'est un peu contraignant. Donc, sur ce pattern asynchrone, il faut trouver d'autres manières de faire. Une autre manière de faire, c'est d'utiliser une clé de chiffrement qui va être temporaire, qu'on leur va envoyer avec l'événement lui-même. Et cette clé,
avec le message, je vais la chiffrer elle-même et je vais utiliser un autre composant au milieu qui sera responsable de prendre cette clé chiffrée, le message chiffré, et de déduire quelle sera la clé de déchiffrement. Donc, première étape, je calcule une clé de chiffrement. Je viens chiffrer mon événement avec. Je viens utiliser un volt, une solution quelconque, et pratiquement tous les volts commerciaux ou libres font ces fonctions de chiffrement de données centralisées. Hein. Et donc, je suis capable de chiffrer cette clé de session avec mon événement, d'envoyer en même temps la clé de chiffrement et l'événement à mon provider, et de faire ça successivement sur l'ensemble des événements. Et lorsque je viens consommer la donnée, inversement, la première chose que je vais faire dans mon domaine de confiance, c'est solliciter ce service centralisé pour déchiffrer la clé et ensuite déchiffrer mon événement. La manière dont je viens sécuriser, encapsuler, on parle de wrapping de cette clé de session, ça peut être aussi du chiffrement, et par exemple du chiffrement asymétrique. Alors pareil, je vous montre un petit peu de code qui fait ça. Toutes ces fonctions centralisées d'interaction avec le Volt, pareil, je peux en faire un composant qui va être réutilisé par l'ensemble des équipes qui vont utiliser ces fonctions de chiffrement et de déchiffrement. Ici, vous avez un objet Java dont le rôle, c'est de calculer la prochaine clé de chiffrement. On le fait toutes les 10 minutes parce que générer une clé de chiffrement, c'est coûteux. Donc, il est préférable de la réutiliser un certain temps, mais pas trop longtemps pour ne pas se mettre en risque si jamais cette clé venait à être fuitée. Cette clé, je viens la chiffrer. J'utilise un service REST, par exemple. Donc, les Volts, souvent, exposent des web services pour venir chiffrer de la data. Et cette clé, je vais ensuite la transporter avec mon événement. Et du coup, je vais proposer à mes développeurs un sérialiseur qui va utiliser ce Key Manager, donc ce gestionnaire de clés, pour venir chiffrer la clé et transporter les informations de la clé avec l'événement que j'envoie. Donc ça, pareil, ça peut se faire de manière assez simple en surchargeant la manière dont l'événement est envoyé à mon provider. J'y intègre un certain nombre de données en amont de mon événement, ma clé, un identifiant qui sera bien pratique, et l'événement ensuite. Voilà, je ne rentre pas dans les détails d'implémentation. Si ça vous intéresse, à la fin, je vous donne un petit QR code avec tous les exemples de code, un repository guide sur lequel vous trouvez tous les exemples de code avec des steps pour reproduire ça. Et on peut se demander, alors c'est bien beau dans le domaine Kafka, ça fonctionne, mais est-ce que ça peut marcher avec différents brokers de messages? Et la réponse, c'est souvent oui. Parce que, comme je vous le disais, les brokers de messages, souvent, n'ont pas besoin d'avoir accès au contenu du message pour faire ces distributions. Je prends ici un autre exemple avec Pulsar. Alors, Pulsar, si vous ne connaissez pas, c'est un concurrent de Kafka. Il a les bonnes propriétés d'être arrivé après et donc d'avoir pu bénéficier un peu du retour d'expérience de Kafka, notamment sur la scalabilité et sur la manière de stocker de la data. Il intègre notamment un stockage un peu plus élastique des événements côté cloud. Il intègre directement des fonctions de géoréplication très intéressantes pour distribuer les événements dans des data centers différents et donc favoriser les use cases de disaster recovery. Il facilite grandement la manière dont je consomme mes messages et différents modes de consommation de mes topics. Et enfin, il apporte un premier support du chiffrement de bout en bout. Et donc, chez AXA, quand on a mis en œuvre, quand est apparu Pulsar, on s'est posé la question, tiens, est-ce qu'on migrerait pas vers Pulsar? Et donc, ça nous a amené à étudier un petit peu cette solution. Si vous voulez en apprendre plus sur Pulsar, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, n'hésitez pas à regarder cette belle conférence de Julien Jakubowski sur Apache Pulsar. Donc, je vous l'ai dit, Apache Pulsar apporte un premier support sur le chiffrement de bout en bout. Et donc, c'est intéressant, c'est-à-dire que cette problématique-là, elle a été intégrée par les brokers de messages. Alors, comment ils font et quel est le support basique qu'ils apportent? Eh bien, ils proposent exactement le même genre de système que ce que je viens de vous expliquer. Ils génèrent une clé de session. Dans leur configuration par défaut, c'est toutes les 4 heures. Et ils utilisent un chiffrement asymétrique pour chiffrer cette clé de session, la distribuer avec le message et côté consommateur, utiliser une clé privée pour déchiffrer cette clé de session et venir déchiffrer le message.
Le seul petit truc qui manque par rapport au scénario que je vous citais tout à l'heure, c'est la fonction de centralisation de la clé privée. Ici, dans l'implémentation qui est proposée par Pulsar, la clé privée doit être possédée par le consommateur au moment de la lecture des messages. Et ça pose un petit problème, encore une fois, si on veut faire du renouvellement automatisé ou du renouvellement récurrent sans avoir à redéployer tous les consommateurs de mes événements. Heureusement, Pulsar a bien pensé les choses et il propose dans sa librairie des interfaces qui vont pouvoir être réimplémentées pour choisir la manière dont on vient faire ce chiffrement et ce déchiffrement. Notamment, il y a deux interfaces intéressantes, le CryptoKey Reader et les CryptoKey Info, qu'on va pouvoir surcharger dans le framework pour choisir la manière dont la clé privée est récupérée avant le déchiffrement des messages. Encore une fois, j'ai la même logique que tout à l'heure. J'ai un ensemble d'objets qui me sont apportés par la librairie Pulsar. J'ai un ensemble de choses dans mon framework favori, Spring, qui me masque cette complexité. Mais avec Spring, je suis capable de venir proposer des composants réutilisables à mes développeurs pour avoir un comportement de chiffrement de bout en bout dont ils n'ont pas à se soucier. Encore une fois, je ne rentre pas dans le détail des objets. N'hésitez pas à regarder un peu plus en détail avec vos développeurs si vous voulez essayer de mettre ça en œuvre chez vous. Mais vous avez donc dans le langage Pulsar un ensemble de compression codec, de crypto-messages et de op-send message queue qui sont réimplémentables. Nous, ce qui nous intéresse dans notre cas de figure, c'est cet objet crypto-message que je suis capable de réimplémenter pour centraliser la gestion de la clé privée. Pareil, côté consommation, on retrouve exactement le même genre d'objet avec des codecs de compression, du chiffrement et une manière de masquer côté Spring cette complexité apportée par Pulsar. Voilà, je vous montre rapidement ce que ça peut donner en termes de réimplémentation de l'interface message crypto qui est proposée par Pulsar. Donc j'utilise le Key Manager que je vous ai montré tout à l'heure. Il n'y a pas de raison que ça soit différent en Kafka. Le fait d'avoir un Vault centralisé, que ça soit du Kafka, du Pulsar ou autre chose, finalement les fonctions c'est les mêmes. Je demande le chiffrement d'une clé, je récupère cette clé chiffrée et après j'en fais quelque chose. Et bien ce composant-là, il peut même être similaire entre les technos de broker de messages. Et ce que je fais dans mon crypto-message, c'est que plutôt que de laisser l'implémentation par défaut de Pulsar de chiffrement des messages, j'implémente la mienne qui va utiliser mon Key Manager pour chiffrer la clé de session et mettre dans les métadonnées de l'événement que j'envoie ces informations qui permettront lors de la consommation de déchiffrer cet événement. Ce qui est intéressant avec Pulsar, c'est que comme c'est intégré au protocole, j'ai même pas besoin de modifier la forme du message. Tout à l'heure, avec Kafka, j'avais été obligé de modifier la forme du message que j'envoie à mon broker. Et bien ici, comme la problématique elle est prise en charge par le protocole et par les librairies, je viens juste insérer au bon endroit ma clé, les identifiants de cette clé, et je peux même étendre un petit peu les métadonnées que j'envoie avec mon événement. Donc sur la partie déchiffrement, eh bien, on va retrouver les mêmes choses que tout à l'heure. Cette fois-ci, si vous prêtez un petit peu attention au mode de déchiffrement et de chiffrement que j'utilise de l'AES CBC, qui est un format de chaînage de blocs qui permet d'avoir de meilleures qualités sur le chiffrement obtenu. Voilà, et donc après, pour mon développeur, finalement, c'est très simple. Il utilise les librairies qu'il a l'habitude d'utiliser. Donc, dans le monde de Pulsar et de Spring, ça va être un Pulsar template. Tout à l'heure, on avait des Kafka templates. Donc, ces objets templates en Spring, c'est une manière simple de permettre d'envoyer et de recevoir de la donnée. C'est un pattern de développement assez connu pour les développeurs Spring. Eh bien, on ne change pas leurs habitudes. On a préparé en amont un ensemble de composants qui vont être auto-configurés pour eux. Développés par une équipe centralisée. Ils vont pouvoir bénéficier chacun de ces fonctionnalités. OK, alors quelques résumés et quelques recommandations si vous faites ça chez vous. Donc on a vu une manière de chiffrer de bout en bout de la data lorsqu'on utilise une plateforme EDA, et cela même quand elle est
sur le cloud, ce qui permet de limiter grandement le risque en cas de fuite de données. Je vous ai montré comment chiffrer et déchiffrer de la donnée quand elle sort de notre zone de confiance. Si vous devez le faire chez vous, faites attention à ces quelques points qui ont été un peu des pain points chez nous. Vérifiez bien, par exemple, que la clé de chiffrement est réutilisée un certain temps. Je vous l'ai dit, calculer une clé de chiffrement, c'est coûteux parce qu'on met en œuvre des algorithmes d'aléas très coûteux pour calculer une clé sécurisée, fortement sécurisée. Donc c'est coûteux. Ne le faites pas à chaque envoi d'événement. Ça serait trop pénalisant. Utilisez un mode de chiffrement solide. AES GCM, par exemple, est un très bon candidat. Faites-le avec une taille de clé suffisamment robuste, 256 bits en l'occurrence, c'est intéressant. Je vous conseille de mettre en œuvre un Vault pour centraliser les fonctions de chiffrement de cette clé de session, ce qui vous facilite grandement les opérations de renouvellement du matériel de chiffrement. On sait que dans les standards de sécurité, on aime bien renouveler tout ce qui est secret, certificat et les clés de chiffrement. Donc si vous ne pensez pas à l'automatisation et à la centralisation de ces choses-là, ça sera très compliqué à faire a posteriori. Monitorez bien l'usage de tout ça aussi. Utilisez un cache local lorsque vous déchiffrez les clés pour éviter de solliciter le Vault à chaque fois que vous recevez la même clé. Ça serait dommage, hein, si vous l'avez déjà déchiffré cette clé-là, étant donné qu'elle est réutilisée pendant 10 minutes, de faire un appel coûteux vers mon Vault. Autre conseil, les clés, si vous utilisez un algorithme asymétrique pour chiffrer les clés de session, donc par exemple RSA, pensez à exposer de manière robuste et facile les clés publiques et résilientes. Ça vous évitera bien des soucis. Les clés publiques, comme son nom l'indique, peuvent être exposées de manière simple et sans trop se prendre la tête sur la sécurité d'accès à ces clés. Conservez bien un monitoring et un audit des accès à votre Vault, parce que si vous utilisez une solution SaaS et que vous avez par exemple des limites du nombre d'opérations sur votre Vault, ça peut générer des problèmes. Regardez bien les comptes de services qui sont utilisés pour l'accès à votre provider d'événements, mais bon, ça c'est un conseil général. Et automatisez bien les tests de renouvellement du matériel de sécurisation dans votre Vault centralisé, sans quoi vous risqueriez d'avoir des déconvenus lors de l'utilisation. Voilà, je pense qu'il nous reste un petit peu de temps. Si vous avez une question ou deux, je serai ravi d'y répondre. Eh bien, merci Monsieur Dufresne. On va d'abord commencer par vous applaudir pour cette conférence sur la protection des données, sur les offres SAS et EDA. Vient maintenant, comme vous l'avez dit, le temps des questions-réponses. Quelqu'un dans le public a-t-il une question? Si oui, levez la main, je viens vous porter le micro. Bonjour. Est-ce qu'au niveau des performances, vous avez vu des problèmes justement? Parce que vous êtes passé d'un système où finalement il n'y avait pas de chiffrement quand vous étiez on-prem, et là vous chiffrez finalement à chaque fois, donc vous avez parlé de cache. Et voilà, est-ce que vous avez dû revoir un peu, gonfler votre architecture, oui, votre infra? Alors effectivement, le chiffrement a un coût nécessairement, hein, mais c'est un coût au regard de la sécurité qu'on veut mettre en place. Sur les cas d'usage qu'on a de l'infrastructure EDA, c'est assez neutre. En fait, comme c'est absorbé par toutes les orchestrations de services qui sont autour, c'est vraiment transparent. De manière brute, quand je fais des tests aux limites, voilà, on constate qu'on perd à peu près 25% de la performance que je serais capable d'obtenir si je ne mettais pas en place du chiffrement. Mais encore une fois, c'est des cas aux limites qu'on n'a pas en fait, parce que tout ça est absorbé par tous les coûts qu'on a à côté dans les orchestrations de services. Voilà, il y a un autre truc qui est important en parlant de chiffrement et de performance, surtout quand on utilise Kafka, c'est que Kafka, de manière basique, vient compresser la donnée avant de l'envoyer. Or, si vous la chiffrez avant d'envoyer, la compression, elle ne sert plus à rien. Donc il faut compresser d'abord, chiffrer et envoyer.
Eh bien voilà qui est tout à fait intéressant. Si vous avez encore quelques questions techniques, n'hésitez pas à rejoindre le stand de AXA France qui se trouve en H11.